Je vous propose qu'on lance ce webinaire. Donc, déjà, merci d'être si nombreux et d'être aussi ponctuels. Merci à Rodolphe d'avoir accepté de venir nous partager la façon dont, notamment, la filature se prépare au déconfinement. Je m'appelle Jérémy Fin, je travaille pour Welcomer, qui est un acteur de la gestion des accès pour les lieux flexibles. J'ai la chance aujourd'hui d'avoir Rodolphe Durand avec moi, qui est le fondateur et le dirigeant de La Filature, qui est un lieu un peu hors norme, 1700 mètres carrés à Louviers. C'est un espace de coworking, mais c'est aussi un lieu qui se consacre régulièrement à l'événementiel et on imagine bien l'impact que la crise Covid peut avoir sur son activité. Alors, Rodolphe, je vais commencer par vous présenter et vous me corrigerez si je ne suis pas parfaitement fidèle à votre biographie, mais vous avez une formation de cadre commercial pour l'agroalimentaire. Vous avez commencé votre carrière en 1992, donc bientôt 30 ans sur le terrain. Vous travailliez à l'époque comme chef de secteur pour Kraft. Puis après 6 ans dans ces fonctions-là, vous avez bougé pour l'entreprise Chambourcy. Vous avez fait plutôt des achats et des approvisionnements pendant 4 ans cette fois-ci. Puis en 2003, vous avez mis le cap. Alors, vous étiez, alors je pense qu'il est important de le dire parce que vous avez pas mal bourlingué. Donc, vous étiez chez Kraft en région parisienne, puis chez Chambourcy dans la région de Bordeaux. Puis en 2003, vous étiez responsable de la coordination des achats hors production pour le groupe Aptar dans la région de Rouen. Donc, votre arrivée en Normandie au début des années 2000. Puis vous avez quitté cette société en 2010 pour monter un cabinet de conseil en optimisation des coûts. Et bah oui, on ne se refait pas. Vous aviez été acheteur pendant de nombreuses années et vous avez fondé le cabinet Emero qui existe toujours. Avant, en 2017, de créer la filature. Donc, la tagline, c'est Coworking in Normandie. J'en lis les mots de positionnement que vous en faites. Pensez comme un véritable lieu de vie atypique et convivial où les coworkers partagent plus qu'un bureau. La filature se veut être un espace d'échange afin de favoriser les collaborations et le potentiel business de chacun. Bon, on va en parler. La chose amusante, c'est que quelque part, vous vous considérez comme un Chief Happiness Officer externalisé pour le compte de vos membres. Et donc, la première question que j'ai à vous poser, Rodolphe, c'est justement, qu'est-ce que la filature? Bonjour à tous. Tout d'abord, merci de participer à ce webinaire. C'est bon, tout le monde m'entend, il n'y a pas de souci. C'est parfait. Qu'est-ce que la filature? En fait, c'est le fruit d'une réflexion que j'ai donc eue un petit peu avant 2017. Et j'ai voulu créer un lieu atypique pour y accueillir toutes les entreprises, qu'on soit auto-entrepreneur ou multinationales, pour y passer une heure ou pour y passer sa vie. Donc voilà brièvement ce que ça comporte. Et sachant que si je rentre un peu dans le détail, on a essayé de réfléchir à tous les usages qu'on pouvait avoir dans le cadre du travail et avec cette idée de pouvoir répondre à tous ces usages-là et en créant des espaces pour pouvoir y répondre. Donc, on a de façon un peu traditionnelle, même si le coworking n'est rien de traditionnel, mais on a bien évidemment créé des espaces, des open space pour que des populations nomades puissent venir y passer une heure ou des journées complètes. On y a bien évidemment créé des espaces un peu plus privatifs, donc sous forme de bureaux qui vont de 1 à 10 personnes. On a travaillé aussi beaucoup sur les salles. On a des salles qui vont de 4 à 80 personnes. Et puis, effectivement, Jérémy, comme vous l'avez dit, on a cette capacité de faire de l'événementiel, puisqu'on a intégré un local un petit peu particulier de 1700 mètres, qui était en fait une ancienne halle industrielle. Et on a conservé 700 mètres carrés sur les 1700 pour y faire de l'événementiel. Et avec ces 4 activités en une, on a effectivement aujourd'hui un espace de coworking que j'appelle hybride, qui peut donc répondre à tous ces besoins-là. Et puis, une petite précision qui s'impose avec une accessibilité aussi de 24 heures sur 24 grâce à votre solution qu'on a intégrée dès la réflexion en fait, du lieu. Merci beaucoup, Rodolphe. Alors, pour revenir justement sur ce lieu, donc moi, je disais, c'est un peu un lieu hors norme parce que quand on se parlait pour le découvrir, on a fait connaissance il y a 2-3 semaines au téléphone, d'ailleurs pas du tout pour ce webinaire.
je suis resté un peu assis en vous écoutant parce que vous me disiez que vous pouviez accueillir jusqu'à 700 personnes en configuration événementielle, qu'avant que l'on aille se confiner à cause de la crise sanitaire, il était prévu qu'il y ait une course de drones indoor, donc dans le bâtiment. Est-ce que vous pouvez un peu nous décrire les volumes de ce lieu? Parce que une course de drone, voilà, on peut pas tous la faire chez soi. Et donc, sans doute, que faisait ce bâtiment industriel avant que ça devienne un tiers-lieu? Alors, d'abord, juste repréciser effectivement Louviers, je ne suis pas sûr que tout le monde sache où ça se trouve. Louviers, c'est entre Paris et Caen, c'est à peu près au milieu, c'est à 30 km du dernier péage parisien de Mantes et c'est à 30 minutes de Rouen. On est au carrefour, on est idéalement placé et ceci étant dit, on est quand même à la campagne. C'est-à-dire que la ville de Louviers, c'est 18 000 habitants, la zone d'habitation, c'est 100 000 habitants, ce qui reste quand même une zone d'habitation très, très faible. Et le fait d'avoir créé, effectivement un espace de coworking hybride est quelque part un tout petit peu le fruit du hasard. C'est qu'effectivement, quand j'ai cherché un bâtiment, à l'origine, je ne savais pas forcément encore ce que j'allais faire autour du coworking. Et donc, je me suis rapproché de l'agglomération qui a eu l'excellente idée de m'orienter vers ce bâtiment, en fait, qui est une ancienne usine de fabrication de disques. Donc, de disques musical. Donc, c'est un site qui est sorti de terre en 1957, qui a fabriqué des disques vinyles jusque dans les années, fin des années 90, puis CD, DVD, et bien évidemment, vous vous doutez pourquoi, le site a fermé fin 2012. Et le site a été racheté par l'agglomération qui, dès le démarrage, a souhaité en faire une cité du numérique. Alors, ce à quoi je rajoute généralement virgule, comme tout le monde. Et donc, le temps qu'ils cherchent un peu le modèle qu'ils souhaitaient développer, moi, je suis arrivé donc, au milieu de tout ça. Et ils se sont dit, le coworking, le numérique, bien évidemment, ça fait sens. Et d'avoir un projet porté par un privé, ça pouvait aussi leur permettre d'avoir quelque chose qui sortait de terre rapidement, d'être une première brique visible. Donc voilà, ils m'ont fait visiter les 20 000 m² d'usine sur 9 hectares de terrain et ils m'ont dit, voilà, tu prends ce que tu veux. Donc j'ai visité, j'ai revisité parce que entre faire des bureaux, des open space, c'est une bonne chose, mais le faire dans un contexte pareil, il a fallu se projeter. Et puis j'ai choisi, j'ai pris 1700 m², ce qui était une vraie gageure parce qu'une fois de plus, on est à la campagne. L'acculturation du coworking en Normandie il y a encore beaucoup de travail à y faire. Mais le positionnement géographique, une fois de plus, m'intéressait énormément. Et il y a quand même un élément important qu'il faut que vous sachiez, c'est qu'on est sur un territoire industriel extraordinaire, puisqu'on a un pôle pharmaceutique très, très développé. On parle beaucoup de vaccins en ce moment. Sanofi Pasteur a un de ses plus gros sites de fabrication de vaccins qui est situé là. On a beaucoup de sous-traitance. On a du Schneider, on a du Hermès qui est en train de faire son 3e site. Enfin voilà, on a vraiment un écosystème industriel de belles industries qui vont encore très bien. Et ayant travaillé dans une de ces belles entreprises, je savais qu'il pouvait y avoir des besoins autour des salles de réunion, autour de l'événementiel. Et donc, voilà, tout ça s'est un peu mis en place. Et j'ai pris le pari d'ouvrir 1700 m², ce qui a longtemps été le plus grand espace de coworking de Normandie, jusqu'à assez récemment. Et aujourd'hui, je ne le regrette pas du tout. Et donc, comment on passe de quelque part d'expert des achats, de cost killer, sans que ce soit péjoratif forcément, à exploitant d'un tiers-lieu dont le métier est à la fois l'accueil et évidemment l'optimisation, mais c'est secondaire à côté de la perspective de construire une Alors, en fait, communauté? c'est comme beaucoup de choses, c'est une histoire de rencontre. Je suis assez précis parce que je me souviens très bien du processus d'innovation que j'ai mis en place. En avril 2015, j'ai participé à un salon dans lequel est intervenu Nicolas Collin. Alors, Nicolas Collin, je ne sais pas si tout le monde connaît, mais on va appeler ça une sommité dans le monde du numérique. C'est un des 3 créateurs de The Family, qui est une structure qui supporte beaucoup de startups en France. Et il m'a fait prendre conscience que la question n'était pas de savoir si j'étais d'accord ou pas d'accord avec le numérique. La question était de savoir ce que moi, j'allais faire du numérique dans mon activité. Donc, j'ai cherché à me projeter à 3 à 5 ans dans mon métier d'optimisation de coûts. Et de salons en rencontres et de réflexions en d'autres rencontres, l'idée du coworking a jailli. Et puis, par rapport à tout ce que j'ai pu vous expliquer précédemment, ça m'a semblé de plus en plus évident de devoir ouvrir un espace de coworking dans une région où il y avait… il faut savoir qu'aujourd'hui, donc on est dans le département de l'Eure et on n'est toujours que
trois espaces de coworking. Donc, on est sur un territoire très pauvre dans ce type de prestations. Et donc, il y avait vraiment quelque chose à faire et ça m'a paru évident en discutant au fil de l'eau aussi avec à la fois l'agglomération et avec toutes les entreprises ayant quelques connaissances autour. Ok, alors on me sollicite pour dire qu'on est là pour parler de déconfinement, mais moi, avant de parler de déconfinement, je voudrais qu'on parle de confinement, parce que c'est évidemment un moment particulier de l'histoire, et pour bien observer la façon dont vous envisagez de sortir du marasme actuel, enfin de quelque part de revenir à la normale, s'il est possible de revenir à la normale. Est-ce que vous pouvez nous partager quelque part la façon dont le fait de devoir retourner chez soi a été prise par les membres de la filature? Quelles actions à la filature vous avez prises pour maintenir le lien? Et voilà, parce qu'il y a sans doute beaucoup de participants à ce webinaire. On est plus d'une centaine, donc merci à tous de prendre ce temps-là. Mais comment est-ce que voilà, ça s'est passé quelque part il y a quelques semaines? C'est encore très récent. Donc, pendant qu'on Oui, s'en souvient. alors ça s'est passé très rapidement en fait. Mais, moi, ça s'est même passé dès le début, tout début mars, puisque la plupart de mes réservations, qu'elles soient pour les bureaux ou pour l'événementiel, ont été très très rapidement annulées. Alors non, pas annulées, reportées. Je précise parce que c'est important, reportées par la plupart de mes clients, qui étaient en l'occurrence la plupart des grands groupes du coin. Alors que si je dis reporter, c'est que tous, pour éviter de se prendre des pénalités d'annulation au dernier moment, ils m'ont juré monts et merveilles en me disant qu'effectivement, ils allaient reporter les événements à plus tard. Bon, l'histoire nous dira s'ils le font ou pas. Donc, les grosses boîtes ont tout de suite annulé. Et l'annonce du président Macron, donc mi-mars, a fini de faire annuler les quelques rares choses qui étaient encore dans les tuyaux sur le mois de mars, puis très rapidement derrière, celles qu'il pouvait y avoir jusqu'à fin juin. Donc ça, c'est pour la plupart, enfin pour les salles de réunion et l'événementiel. Et puis ensuite, la communauté présente, donc les nomades sont naturellement ont commencé à moins venir. Et puis les gens qui sont en résidentiel, en bureau, alors là, pareil, on a deux populations, on a deux entreprises importantes, sous-entendu d'envergure nationale, voire internationale. À partir du moment où l'annonce a été faite, elles ont demandé à leurs collaborateurs d'aller en télétravail, ce qu'ils ont quasiment tous fait tout de suite. Et puis sur les autres, il y en a quelques-uns qui sont restés. Et il y en a aujourd'hui, j'ai encore trois entreprises en résidentiel qui utilisent l'espace parce qu'elles ne peuvent pas aller rentrer chez elles, enfin le faire de chez elles, pardon. Donc voilà, ça a été le constat qui a été fait très rapidement, mais je vous dis, dès début mars, j'ai senti qu'on allait vers quelque chose de compliqué. Et à aujourd'hui, la situation par rapport à ça est que ça reste c'est encéphalogramme plat, il se passe quasiment rien, quelques touches, mais vraiment très, 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 très légères. Et on commence, enfin, les quelques touches qu'il peut y avoir aujourd'hui sont des sociétés, de nouveau des sociétés importantes qui me posent la question de savoir effectivement ce que je mets en place pour envisager la suite. Donc on va en parler un petit peu après. Et concernant Non, on peut y aller, il n'y a pas de, non, mais justement, mettons les pieds dans le plat. repréciser aussi par rapport à ma communauté, effectivement, composée de ces nomades, de ces résidentiels, et puis des quelques entreprises, enfin quelques grosses entreprises qui utilisent régulièrement l'espace. Je communique une fois par semaine pour leur faire part de choses, enfin de savoir comment nous on va, comment eux vont. On leur pose beaucoup de questions. On essaye de les informer sur ce qu'on va mettre en place. On essaye de les informer aussi sur des choses que nous on a mises en place. Alors, Jérémy, je vous en ai pas parlé, mais c'est vrai qu'on a démarré la fabrication de visières par le biais d'impression 3D dans un élan de solidarité. Donc, on distribue au personnel soignant, aux EHPAD, aux commerçants qui font un peu de livraison chez les particuliers. Et donc, on les informe sur tous ces sujets-là. On essaie de trouver des formules un peu sympas. Alors, à la filature, tous les premiers lundis du mois, on fait des crêpes. C'est les us et coutumes. Donc, on a essayé de faire un concours de crêpes à distance. On demande aux gens de nous envoyer des photos pour voir un peu dans quel cadre ils travaillent. Donc, ça nous permet de garder le lien. Et j'ai écrit personnellement à la plupart des entreprises avec lesquelles je travaille en extérieur qui viennent régulièrement pour leur demander, déjà pour leur dire qu'on pense à eux pendant cette période-là, qu'on souhaite,
on leur demande de prendre soin d'eux, histoire de garder un petit peu ce contact chaleureux et convivial qu'on essaie d'avoir sur place. Et puis, on leur pose beaucoup de questions sur ce que eux veulent, comment on va pouvoir, nous, agir pour pouvoir les rassurer. Parce qu'aujourd'hui, pour moi, le maître mot, c'est de rassurer. Je ne me fais aucune illusion aujourd'hui sur le fait que les entreprises, la priorité, ça ne va pas être de venir à la filature ou dans quelque espace de coworking que ce soit. Elles vont devoir utiliser les budgets qu'elles pouvaient avoir sur de la salle de réunion, de l'événementiel pour aller chercher du business. C'est la seule chose qui va les intéresser. Mais ceci étant dit, il faut quand même qu'on ait une petite action pour pouvoir essayer d'en faire venir quelques-unes. Donc, je leur pose beaucoup de questions voilà, sur leurs attendus. Qu'est-ce que moi, je peux mettre en place pour pouvoir les rassurer? Alors, même si on est déjà, nous, créatifs, on arrive à… Enfin, on a eu pas mal d'idées. Mais voilà, j'ai partagé mon plan de déconfinement avec certaines assistantes de direction pour vraiment avoir l'information du plus haut possible. Elles sont toutes plutôt, enfin la plupart des clients trouvent ça bien d'avoir cette approche-là. Elles me donnent toutes des signes positifs en disant oui, si vous faites ça, ça va nous rassurer. Après, là aussi, l'histoire nous dira si ça va être suffisamment rassurant pour que les entreprises reviennent et ressortent de leurs propres entreprises. Et en termes d'action concrètement, j'imagine sur l'aménagement de l'espace, qu'est-ce que vous mettez en œuvre en ce moment pour préparer un retour partiel, si j'ai bien compris, le 11 mai? Oui, alors ça concerne deux typologies d'espace. Ça va concerner toute la partie open space pour les nomades. Donc là, on a un espace, un open space dit studio, c'est-à-dire que c'est un open space où les gens qui y vont sont censés travailler sans parler, sans téléphoner. Dans cet espace-là, on a installé des cloisons en plexiglas, donc qui sont très très transparentes, de manière à vraiment cloisonner voilà, les espaces. Alors, ça limite beaucoup le nombre de places disponibles, bien évidemment. Et pour compenser ça et en ayant un secret espoir de se dire les télétravailleurs qui ont découvert avec joie le télétravail, et, enfin, les côtés positifs de ne pas trop faire de voiture, etc., ont aussi découvert les côtés un petit peu pénibles du home office. Donc, peut-être que certains vont vouloir venir dans nos espaces. Et donc, j'ai utilisé une partie de la halle dans laquelle je fais de l'événementiel pour pouvoir recréer des espaces, un très grand open space où je mets une table tous les 2 mètres, enfin, voilà, en essayant de cloisonner avec on est un peu en mode, on utilise les éléments qu'on peut avoir sur place pour pouvoir cloisonner. Donc ça, c'est le premier élément. Et le deuxième élément concernant les salles, malgré tout ce que j'ai pu vous dire, on espère que les entreprises vont venir. Donc on a aménagé 2 salles, une salle là aussi avec des cloisons telles qu'on les a mis dans les open space. Et on a une grande salle. En fait, toutes les salles, on a diminué les capacités par 2. C'est-à-dire que là, on avait deux places par table. On a mis une place par table et on a énormément éloigné les tables les unes des autres, au maximum, de manière à ce qu'il n'y ait pas d'interaction. Donc ça, c'est les 2 gros aménagements qu'on a fait ou qu'on est en train de finaliser. On a fait la même chose dans l'espace restauration. Alors, une fois de plus, moi, j'ai la chance d'avoir de la place, donc de pouvoir le faire, mais l'espace restauration où les gens peuvent venir manger avec leur gamelle ou prendre des repas qu'on peut fournir, là, pareil, on va mettre les chaises en quinconce pour éviter que les gens soient face à face, et puis on va agrandir pour que les gens puissent vraiment déjeuner en étant éloignés les uns des autres, alors avec la subtilité d'essayer de garder quand même ce côté convivial et un peu social, mais bon, voilà, on verra à l'usage si ça fonctionne bien. Et puis ensuite, on a mis en place beaucoup de choses de bon sens. Alors, le gel hydroalcoolique fait partie de ces choses qu'on va mettre partout. De l'affichage pour rappeler aux gens ce qu'il faut faire ou pas faire sur les gestes à faire ou à pas faire. On rappelle aussi aux gens, on a réussi à trouver pas mal de documentation sur ce qu'il faut faire ou pas faire pour mettre son masque, parce qu'il y a plein de gens qui ont des masques mais qui les portent mal, donc ça sert à rien. On a aussi un petit laïus sur la partie informatique, parce que on ne parle plus de sanitaire, mais on parle quand même de sécurité. Enfin, pour moi, c'est important. Et c'est un des éléments sur lesquels moi, je vais communiquer très bientôt pour rappeler aux boîtes que le home office, c'est bien, mais 40% des gens ont un Google Home ou un truc comme ça chez eux qui peut très bien écouter ce qui se passe dans les relations de travail. Donc, on va rappeler
les choses qu'il faut faire ou pas faire quand on est connecté au boulot. Et puis, on est en train de finaliser notre plan de circulation à l'intérieur. C'est-à-dire que les gens qui vont à l'étage vont maintenant utiliser l'escalier de secours pour pouvoir descendre de l'étage et non plus redescendre par le même escalier. Pareil sur la partie open space qu'on est en train de créer. On est en train de faire voilà, tout un circuit en essayant de limiter autant que faire se peut le croisement de personnes. Et puis, on va utiliser beaucoup les issues de secours pour que les gens puissent sortir sans évacuer, mais sortir. Voilà, on est en train de travailler sur tout ça de manière à ce que ça se passe le mieux possible. Bien évidemment, en termes de nettoyage, au-delà du nettoyage quotidien qu'on peut faire, on va accentuer toute cette partie-là. On va s'imposer le fait d'aller nettoyer toutes les poignées de porte très utilisées régulièrement, plusieurs fois par jour. Je suis en train de relire aussi mon plan parce que je n'ai pas tout en tête. Toutes les salles de réunion, si jamais on a effectivement des salles de réunion qui sont utilisées, on s'engage à nettoyer la salle de réunion à chaque fois qu'elle sera utilisée. Donc, s'il y a 2 usages dans la journée, par exemple, sur les demi-journées, on s'engage à les nettoyer aussi. L'aération des bâtiments au maximum aussi. Alors, ça tombe bien, on est dans la bonne période pour pouvoir le faire, mais on va aérer beaucoup les salles. Dans les petits détails qui pour moi sont aussi, pour bien faire prendre conscience aux gens qu'il faut faire attention. Il y a des petits détails qu'on met en place. Par exemple, sur l'espace restauration, tout ce qui est sel, poivre, sucre, c'est que du sachet individuel et puis personne ne va utiliser. On avait des trucs un peu sympas, des grosses salières, des trucs comme ça. On les vire pour le moment et on met que du sachet individuel sur des grands plateaux pour que les gens puissent aller les prendre sans trop les toucher. Et puis, on va offrir à tous les gens qui vont venir ici, on va offrir un ouvre-porte. Donc, un ouvre-porte, d'ailleurs, j'aurais pu en prendre un, je suis désolé, j'ai oublié de le prendre. C'est une petite poignée qui permet d'ouvrir les portes, qui permet d'appuyer sur des boutons, qui permet d'ouvrir des serrures, qui permet de se serrer éventuellement la pince aussi, parce que des fois, on a envie de le faire. Et voilà, c'est un petit objet qui va permettre aux gens de toucher au minimum les endroits où les gens mettent beaucoup leurs mains. Super. Alors, j'en profite, Rodolphe, avec oui. une salve de questions, donc justement pour préciser ces actions techniques entreprises par l'équipe de la filature. Donc, je commence avec une question de Marion, donc vous parliez de distancier les postes de travail. En gros, quelle distance a été retenue par l'équipe? Alors, en fait, on s'est adapté à notre mobilier. On a la quasi-totalité de nos tables font 1,40 m. Donc, sur les salles de réunion, on est sur 1,40 m au minimum. Donc, celles qui sont équipées en plexiglas, on n'a pas bougé les tables, on est resté à 1,40 m. Et dans la salle où on n'a pas mis de plexiglas, mais par contre, on a vraiment éloigné les tables, on a réussi à mettre à peu près 50 cm entre chaque table. Donc voilà, l'idée, c'est vraiment avoir que ce soit sur les côtés ou devant. Ça nous permet vraiment que les gens soient le plus éloignés possible. On est un peu aussi comme dans les avions. On précise aux gens que le premier qui rentre dans la salle va prendre la place la plus au fond, de manière à ce que là aussi, les gens se croisent au minimum. Et le dernier rentré sera le premier sorti, une fois de plus, comme dans les avions. Et ensuite, okay, dans l'open space, dans la halle, on a carrément, comme on avait vraiment de la place, on a mis au moins 2 mètres entre chacune des tables. Et alors, autre question, mais ça, vous nous l'enverrez, on la publiera avec le blog post qui présentera le replay. Mais Valérie nous demande une photo de l'installation. Donc ça, je vous la redemanderai, oui, Rodolphe, pour l'insérer dans le J'ai encore 2 ou 3 aménagements, 2 ou 3 trucs à modifier, mais oui, avec grand plaisir, il n'y a pas de souci. Et grosso modo, ça coûte combien des cloisons en plexi? C'est la question de Valérie. J'ai pas entendu, pardon. Combien coûtent grosso modo les cloisons en plexi? Alors, les cloisons font... c'est des cloisons qu'on pose sur les tables. Elles ne sont pas très grandes. Elles font... Elles doivent faire 70, ça c'est sûr, par 50 de haut. Et on est sur des produits qui doivent valoir 65 € hors taxe. Ok. Alors, j'ai une double question sur le port des masques. Donc, Marina, a priori, Rodolphe vous a répondu sur le fait que
bah oui, le port du masque sera recommandé. Mais donc, TKS Oreo complète la question en demandant si les masques seront offerts aux coworkers ou Alors, pas. ça, Ou, voilà, comment ça va se passer. alors, pour le moment, non. C'est-à-dire que, vu toutes les décisions qui ont été annoncées récemment, alors, je ne sais pas chez vous, mais nous, on a des collectivités qui bougent énormément sur le sujet. Ils veulent équiper au maximum, ils veulent équiper beaucoup de gens en masques. Moi, je n'ai pas la capacité d'aller chercher des masques, beaucoup, et où je n'ai pas les moyens non plus, parce que ça coûte vite très, très cher. Donc, on a pris le pari, on va dire, que les gens qui allaient venir équiper eux-mêmes. Nous, alors, on va s'équiper, nous, moi et mon équipe, mais après, les gens qui vont venir travailler ici seront équipés par leur propre entreprise où ils auront réussi à s'équiper à titre personnel. Mais on va quand même Alors, expliquer comment on met bien le masque, parce qu'une fois de plus, les gens beaucoup ne savent pas le mettre. il y a une question de Fabienne, effectivement, que j'aurais dû poser en introduction sur un peu pour avoir une idée du flux que vous accueillez tous les jours. En régime normal, c'est combien de personnes à la filature en membres permanents? Alors, on a, et ça, je sais bien le gérer parce qu'avec la solution Welcome Air, je sais combien d'utilisateurs de l'appli sont. Donc, on a une soixantaine de personnes qui sont là en résidentiel. Et on a, alors, bien évidemment, on ne parle pas des vacances scolaires ou ces périodes-là, mais sur des périodes où on a un peu de flux, on peut avoir jusqu'à 150 personnes supplémentaires sur le site. D'accord. Et j'ai même vu qu'un jour en config événementiel, vous aviez 700 Oui, sur oui, un seul. voilà. Là, on est vraiment sur de l'événementiel, du gros événementiel qu'on ne fait pas trop souvent et qu'on essaye même de ne pas trop faire parce que ça perd un peu de convivialité quand même. Ouais, qui va pas sans doute pas arriver demain matin. Et puis, Alors, il y a voilà. d'autres questions que je prends pendant qu'on est sur la partie vraiment plan d'action très concrète. Comment sont gérées les livraisons? Une question d'Aurélie, je pense. Ouais, alors, les livraisons, alors nous, déjà, on s'engage pour tous nos clients. Hein, enfin, c'est nous-mêmes qui gérons les livraisons pour tous nos clients. Alors, quand je dis ça, c'est important, c'est qu'on a parmi nos clients, enfin, nous, on fait un peu de stockage. On a 2 containers dans la halle pour pouvoir faire du stockage. C'est un service qu'on propose aux entreprises. Et donc, c'est nous-mêmes qui réceptionnons la totalité des colis, que ce soit du chronopost ou de la livraison palette. Donc, on touche au minimum on laisse les livreurs déposer à certains endroits. Bien évidemment, aujourd'hui, il est hors de question de signer quoi que ce soit. Et ensuite, on informe les notisseurs, alors les coworkers ici, on les appelle les tisseurs, qu'ils ont reçu tel ou tel colis. Et en fonction de ce que c'est, on va les accompagner, on va voir avec eux comment on gère la livraison. Mais voilà, on s'engage, nous, c'est un service qu'on apporte en plus, de manière à limiter aussi, une fois de plus, les va-et-vient dans les différents espaces. Et une question d'Émilie, les salles de réunion restent ouvertes ou elles sont transformées en bureaux privatifs? Ça fait partie de l'agilité qu'on va avoir. Ça va vraiment dépendre de la situation dans les semaines qui viennent. Moi, un espace n'a jamais, enfin, on lui a donné un usage à l'origine, mais effectivement, si on s'aperçoit, par exemple, on va prendre un exemple qui n'arrivera bien évidemment pas, mais en imaginant que tout ça perdure très, très longtemps et qu'on arrive dans les périodes un peu plus froides, si on ne peut plus avoir de nomades dans la halle qui n'est pas chauffée, où on évite de chauffer parce que ça coûte très cher, on transformera certainement les salles qui ne sont pas occupées en open space éphémère. Alors, j'ai 2 questions qui portent, merci Rodolphe, sur l'ouvre-porte. Une question de Cécile, bonjour si c'est la Cécile que je connais depuis 20 ans, et de Mourad, donc qui est la même, c'est est-ce que l'ouvre-porte, c'est pas un bousin risqué en termes de transmission? Non, parce qu'on en offre un neuf à tous les gens qui vont venir ici. Donc, alors je vais rentrer un petit peu dans le détail. C'est qu'en fait, alors, moi, je ne suis pas Fab Lab, je ne l'étais pas jusqu'à maintenant. Je souhaitais l'être à l'origine et pour X raisons, on ne l'a pas fait au démarrage. L'impression 3D est une technologie que je souhaitais approcher depuis longtemps aussi. Et là, voilà, le contexte actuel a fait que j'ai une entreprise partenaire qui m'a mis 2 imprimantes 3D à disposition pour pouvoir fabriquer ces fameuses visières.
Donc, j'ai découvert cette technologie-là et on a tout de suite pensé à ces ouvre-boîtes, à ces ouvre-portes, pardon. Donc, on a travaillé dessus et l'idée, c'est vraiment de faire de pouvoir offrir ça à chacun, donc fabriquer l'ouvre-porte en quantité suffisante pour alimenter d'abord nos 66 heures et ensuite les gens qui viendraient un jour en réunion, que chacun ait ça sur sa table en même temps que sa petite bouteille d'eau et son petit stylo. Donc, il n'y a pas de transmission par rapport à ça, j'ai pas d'inquiétude. Alors, il y a deux questions qui sont plus des questions juridiques. Donc, une question de Lucrétia et une question de Franck. Déjà, est-ce qu'il y a un règlement intérieur de crise sur ces façons de se comporter, par exemple, comme dans les avions, d'aller sur les places au fond, etc. Et ensuite, est-ce que tout ceci a été construit à partir de recommandations juridiques d'un conseil ou ça a été principalement le bon sens qui a guidé les actions que vous avez entreprises? Alors, d'abord au niveau du règlement, avant le règlement, on va d'abord mettre, et c'est important, je le signale parce qu'il faut qu'on l'ait tous en tête, pensez tous à mettre à jour votre document unique. Le Covid, la pandémie fait partie des risques qu'on a tous maintenant dans nos entreprises. Donc, pensez à aller mettre votre document unique à jour, même si c'est de façon éphémère, mais il faut vraiment le mettre à jour. Et donc, on va réajuster notre règlement intérieur. On va faire un règlement intérieur éphémère aussi, de manière à expliquer effectivement tous ces gestes-là, le fait de ne pas être plus de 2 dans les sanitaires au même moment, le fait de rentrer effectivement dans les salles dans tel sens, le fait de bien respecter les sens de circulation. On va devoir beaucoup communiquer en version papier. Alors, on est en train de réfléchir, mais le problème, c'est compliqué de pouvoir tout faire, mais il existe aujourd'hui on peut travailler sous forme de QR code, par exemple, pour pouvoir transmettre de l'information. Donc, on est en train de regarder si on peut mettre ça en place facilement dans les jours qui viennent. Et juridiquement, on a beaucoup travaillé là aussi en échangeant avec les clients qui ont eu la gentillesse pour certains de nous envoyer leurs propres documents internes. Donc, on a co-construit, si je puis dire, un document avec eux qui se veut le plus léger possible. Enfin, on n'a pas voulu rentrer dans des grandes phrases. On veut vraiment que les gens comprennent rapidement les choses à faire ou à ne pas faire. Il y a un élément dont je n'ai pas trop parlé, mais puisqu'on est dans le juridique, je vais en parler. Dans les choses qu'on souhaite mettre en place ici, c'est de la mise en place d'une caméra thermique. Caméra thermique qui doit permettre, quand les gens arrivent à la filature, de savoir quelle température ils ont à peu près. Et l'idée, c'est de pouvoir leur faire prendre conscience que s'ils ont plus de 38 degrés, ce serait peut-être raisonnable qu'ils rentrent chez eux pour être sûr qu'ils ne soient pas malades. Donc, s'ils sont malades, il ne faut pas qu'ils restent là. Et là, juridiquement, j'ai rendez-vous demain, justement. J'ai un rendez-vous avec mon avocate parce que c'est un vrai sujet compliqué. Même si nous, il est hors de question d'enregistrer quelques informations. Hein, c'est vraiment de la prise de température à distance par une caméra. L'idée n'est pas de garder l'historique de tout ça. Mais malgré ça, voilà, on est sur des sujets un petit peu touchy parce que la personne qui va prendre cette température, il y a quelqu'un derrière qui voit qu'elle a la température. Enfin, voilà, il y a toute cette zone-là qui est encore un peu sombre pour moi, mais on a encore quelques jours pour travailler dessus. Donc voilà, et juridiquement, voilà, moi j'échange aussi avec mon avocate parce qu'effectivement, personne n'a la connaissance là-dessus. On s'adapte au fil de l'eau en fonction des annonces qui sont faites par le gouvernement ou par telle instance. Et quelle est la responsabilité d'un opérateur de tiers-lieu en cas de contamination d'un des membres? Est-ce que votre avocate vous a éclairé là-dessus? Parce que nous, par exemple, on n'opère pas de tiers-lieu. On dirige une entreprise, on a des salariés qui viennent tous les jours, mais on n'arrive pas à avoir de réponse claire à cette question. Et donc... Non, mais il n'y a pas de réponse claire là-dessus. Il n'y a pas de réponse claire parce que qu'est-ce qui va prouver que tel ou tel a attrapé, où attrape-t-on le coronavirus aujourd'hui? Il y a tellement, il est impossible de dire on l'a attrapé à tel ou tel endroit. Alors, j'ai un faisceau de questions qui aborde vraiment tous les à côté nécessaires du coworking, mais les réunions, les événements, le Fab Lab. Concrètement, avec l'interdiction de se rassembler à plus de 10 personnes dans une pièce, qu'est-ce qui reste ouvert et qu'est-ce qui ferme, y compris après le 11 mai?
je traite un certain nombre de questions en même temps. Émilie, Sophie, Lab 01, etc. Je vous en prie, Rodolphe. Alors, aujourd'hui, ce qui est ouvert aujourd'hui, ce n'est que l'accès, enfin, on a conservé l'accès au résidentiel. Donc, à la question d'Émeric qui dit concrètement, juridiquement, les espaces de coworking ont le droit d'ouvrir à partir du 11 mai, point d'interrogation, la réponse est oui. Alors non, je n'ai pas dit ça. Ah. J'ai dit qu'aujourd'hui, moi, les seuls espaces qui soient ouverts, c'est les bureaux privatifs. Donc les gens ont un accès de toute façon 24, 7 jours sur 7. Donc ça, eux continuent de venir. Il n'y a pas de limitation. Tout le reste, pour le moment, est fermé. Qu'est-ce qui se passe le 11 ? Je n'ai pas encore vraiment la question, la réponse, parce que ce qui a été dit hier n'est pas très clair. Il n'est pas clair du tout. Et donc, moi, je suis en contact. Alors, s'il y a des gens que ça intéresse, moi, j'essaierai de. Enfin, je vais. Dès que j'ai l'information, je la communiquerai sur mes pages Facebook ou LinkedIn. Il y a une réunion demain dans le département de l'Eure avec le préfet. Donc, il y a des personnes que je connais qui seront à cette réunion-là. Et j'ai demandé que la question soit clairement posée, de savoir qu'est-ce qu'on a le droit de faire ou pas faire à partir du 11 concernant la partie coworking pure, à savoir les nomades. Est-ce qu'on peut accueillir des nomades? Est-ce qu'on peut accueillir des télétravailleurs en ayant une fois de plus aménagé les espaces pour éviter tout ce qu'on a déjà vu jusqu'à maintenant? Et la deuxième chose, c'est les salles de réunion, parce qu'aujourd'hui, il y a effectivement une limite à 10 personnes, mais la façon dont ça a été dit, moi, j'ai eu la CCI tout à l'heure au téléphone, eux-mêmes n'étaient pas capables de me dire, personne n'a une réponse claire et ferme sur ce sujet-là. Ok, donc le bon sens va prévaloir et le principe de précaution. Et concernant le Fab Lab ? Alors ça, on est en format de toute façon éphémère, c'est-à-dire que cette partie-là, on va produire autant qu'il faudra s'il y a encore besoin s'il y a encore des gens qui ont besoin de trouver des éléments de sécurité, donc des visières. Mais l'idée, c'est qu'à terme, le Fab Lab, en tout cas dans la forme qu'il a actuellement, s'éteigne de lui-même et on redémarrera une fois que ce sera un peu plus clair, au niveau de sortie de cette crise, on va dire. Alors, j'ai une dernière question pratico-pratique. Après, on va passer aux questions économiques. Une question de Marie sur le nettoyage qui juge les recommandations du gouvernement très drastiques. Comment est-ce que vous allez vous en sortir pour plusieurs fois par jour respecter tout ce qui est demandé, des passages sur les poignées, boutons de porte, micro-ondes, cafetières? Je ne parle même pas des machines du Fab Lab qui, je n'ai pas bien compris si ça restait ouvert au public ou pas. Clairement, le Fab Lab, on n'est que quelques-uns à pouvoir y accéder. Non, l'idée n'est vraiment pas de le rendre accessible à tous, pour être tout à fait clair. Alors, c'est une très, très bonne question. On va s'adapter. De toute façon, l'agilité, l'adaptation sont les maîtres mots. Ça va être galère. Hein. Ça va être très galère de respecter tout ça. Moi, je suis convaincu que les gens qui viennent dans nos espaces sont des gens, comment dirais-je, qui sont sains et qui comprennent très très bien la situation. Donc, je pense qu'ils vont faire attention. C'est déjà le cas. On voit aujourd'hui, les gens ont un comportement plutôt exemplaire, en tout cas chez moi. Et on va s'adapter avec eux, on va réfléchir avec eux. Si jamais on voit que c'est infaisable, on ira peut-être chercher de la main-d'œuvre supplémentaire, même si économiquement ce sera compliqué. Mais non, la mise en place, ça va être la galère, je confirme. Je me fais pas d'illusions. Alors, il y a Marina et Valentin qui expriment une question sur les tarifs. Est-ce que vous allez faire à la filature les grandes soldes du Covid ou est-ce que vous allez maintenir ce qui était prévu auparavant? Alors ça, c'est une très bonne question parce je n'ai pas la réponse encore. Il y a une chose claire, c'est une donnée hyper importante pour susciter éventuellement l'intérêt de venir. Il va déjà falloir faire comprendre aux entreprises qu'elles ont tout intérêt à venir dans des espaces comme le nôtre, que ce soit des télétravailleurs ou les entreprises pour faire des réunions. Donc, il va falloir leur réexpliquer qu'il y a des usages auxquels elles ne pensent peut-être pas, mais
Donc, on est en train aussi de bosser là-dessus. Et pour pouvoir faire ça, il ne va pas falloir qu'on soit très cher parce qu'effectivement, ce que je disais tout à l'heure, c'est que les budgets événementiels, réunions, etc., brainstorming, etc., vont être coupés. Donc, il va vraiment falloir devenir moins cher. Donc, nous, on va appliquer certainement, alors, si je prends l'exemple des salles, on a des tarifs préférentiels pour tous les tisseurs. Sous-entendu, pour les gens qui sont de l'extérieur, ils ont des tarifs beaucoup plus élevés. Donc, on va certainement appliquer le tarif des tisseurs à l'ensemble des entreprises en leur expliquant bien que c'est très exceptionnel et uniquement pendant cette période de confinement. Mais c'est un axe de travail et de communication qui est hyper important. J'avais une question sur la restauration. Est-ce que ça reste ouvert? Est-ce que l'espace social pour se restaurer ensemble ferme? Et si oui, comment maintenir le lien social néanmoins entre les membres? Alors, la restauration, nous, on ne fait pas de restauration nous-mêmes. On fait appel à des partenaires. Alors, dans les valeurs dont je n'ai pas beaucoup parlé, mais moi, je suis très attentif au circuit court depuis toujours. Tous les travaux qui ont été faits ici ont été faits par les entreprises locales, par exemple. Et concernant la restauration, on travaille avec des traiteurs en local. Et on a la chance, là aussi, sur ce territoire, d'avoir une entreprise qui fait du traiteur sous forme de verrine. Et en plus, c'est du 100% bio. Donc, on a quasiment toute la quadrature du cercle en un seul fournisseur. Donc, on va encore plus mettre l'accent là-dessus en précisant aux gens que chacun va avoir son propre petit panier, son plateau repas ou panier repas, avec des couverts à usage unique qui sont en bois, de manière à vraiment limiter au maximum le fait de toucher des produits qui pourraient être touchés par plusieurs personnes. Et une fois de plus, en aménageant nos espaces pour pouvoir déjeuner, en agrandissant la zone, on va pouvoir normalement apporter un service de restauration à peu près standard, sauf qu'effectivement, la partie convivialité, elle sera un petit peu mise à mal. Là aussi, on attend que le monde revienne pour imaginer ensemble comment on va pouvoir garder un peu de lien social. Est-ce qu'on ne va pas tous se mettre aux fenêtres comme pour applaudir les infirmières, le personnel soignant, et puis se faire des animations un petit peu à distance en se mettant aux fenêtres. Enfin, voilà, on va réfléchir ensemble. L'idée, c'est parce qu'effectivement, on a tous besoin de convivialité, et ici, tout particulièrement. On n'a rien défini encore. On veut vraiment essayer de travailler tous ensemble sur ces sujets-là. Parfait, c'était des questions de Valérie et de Zoé. Alors, si on prend un peu de recul sur toutes ces actions très concrètes qui sont entreprises à la filature, quelles sont selon vous, avec ce qu'on vit, est-ce qu'il y aura un avant et un après pour les tiers-lieux et en particulier pour les espaces de coworking? Enfin, quels sont pour vous un peu quelle est la réflexion que cela amène sur quelque part l'évolution du métier d'accueil de ce qui peut être finalement un hôtel de jour, hein. C'est accueillir les gens dans leur activité professionnelle. Donc, comment, selon vous, ce qu'on est en train de traverser va nous impacter profondément ou pas? Comment est-ce que vous envisagez votre métier dans les mois qui viennent? Comment va-t-il se transformer? Alors, il y a plusieurs choses. Il y a déjà le court moyen terme, on va dire moyen terme, d'ici à la fin de l'année. Je vous en ai déjà un petit peu parlé. Ce qui est évident pour moi, c'est que la partie salle de réunion événementielle, ça va être très, très, très calme. Alors, l'événementiel, surtout, je pense que les gens qui ne font que ça vont vraiment énormément souffrir. Les salles de réunion, ça va peut-être se débloquer un petit peu avec de la formation une fois de temps en temps, mais ça va rester très calme jusqu'à la fin de l'année, c'est clair. D'autant plus avec toutes les contraintes qu'on est en train de mettre en place, parce que le port du masque, le fait de faire attention à sa façon d'agir, je pense que les gens ça va prendre beaucoup de temps. Et en espérant que tout ça se disparaisse au fil de l'eau, alors moi je suis un grand optimiste. Moi j'y vois beaucoup de bonnes choses à venir. Alors sur deux plans, un sur le télétravail, bien évidemment. Alors, je différencie, aujourd'hui, on ne différencie pas beaucoup, mais il y a deux formes de télétravail. Il y a le télétravail en home office et puis le télétravail en tiers-lieu. On va appeler ça de façon plus générale en tiers-lieu. Et je pense qu'on a une énorme carte à jouer sur la partie tiers-lieu. Comme je vous disais tout à l'heure, tout le monde a bien identifié que travailler à la maison, c'était juste insupportable. Enfin, ça peut le devenir. Ça peut être supportable, mais ça peut vite devenir insupportable. On a tous les
tout ce qu'il faut, nous, dans des espaces de coworking pour pouvoir accueillir ces gens-là, que ce soit le réseau, la propreté. Je vous parlais de la sécurisation tout à l'heure, des Google Home, ce genre de choses. Les boîtes peuvent être sensibles à ça aussi. La convivialité, le lien social. Enfin, on a vraiment beaucoup d'éléments à mettre en avant pour pouvoir attirer cette population-là. Et puis la deuxième population, car moi, ayant des bureaux résidentiels, et je reviens à mon métier d'origine, si on fait aujourd'hui, moi, il y a plein d'avocats j'ai quelques avocats qui m'ont appelé en disant nous, aujourd'hui, on paye des loyers qui sont très chers, on a des beaux bureaux, mais quand on est dans une crise comme ça, c'est quand même très compliqué de pouvoir assumer les charges. Et je pense que ces réflexions-là, de plus en plus de chefs d'entreprise vont les avoir, et qu'elles vont se poser la question de savoir si ce n'est pas intéressant pour elles de venir s'implanter dans un espace de coworking. Alors, mon modèle n'est pas le modèle de tout le monde, mais il est quand même assez vrai dans beaucoup d'endroits. Moi, aujourd'hui, les gens qui viennent en résidentiel chez moi, ils ont un beau bureau, il est tout équipé. Dans le loyer, on va appeler ça comme ça, tout est compris, même la taxe foncière, l'assurance et les photocopies noir et blanc. Voilà, ils savent tous les mois ce qu'ils ont à payer, et surtout, ils savent qu'ils n'ont qu'un mois de préavis à donner s'ils veulent partir. Ils n'ont pas de bail traditionnel. Donc voilà, j'ai le cas aujourd'hui. Moi, j'ai des entreprises en résidentiel qui m'ont dit, qui m'ont envoyé leur courrier dès la mi-mars en disant dans un mois, on n'est plus là. Donc voilà, on arrête les loyers. Et ça, ce modèle-là, alors il est pénible pour moi en ce moment parce que je ne peux pas toucher de loyer, mais il a une vraie pertinence pour un certain nombre d'entreprises. Et quand dans mon slogan, je dis pour une heure ou pour la vie, à moi de tout mettre en place pour que les gens, même s'ils n'ont qu'un mois de préavis à donner, ils aient envie de rester là toute leur vie, quoi. Et alors, ça a bien compris sur la partie coworking, mais est-ce que ça remet en cause ou pas vos velléités j'en sais rien, de lancement d'un nouveau lieu? Enfin, est-ce que ça remet en cause le business plan, les perspectives de développement? Ou bien est-ce que c'est une mauvaise période à traverser et ça va repartir et donc dans le cas où ça ne remettrait pas en cause les perspectives de développement, est-ce que vous avez quand même la disponibilité mentale pour vous projeter dans peut-être le fait d'itérer la filature, le concept de la filature sur sur de nouveaux lieux, hein. Peut-être que vous comptez faire des petits. Moi j'ai ouvert ici en décembre 2017, donc ça fait un peu plus de 2 ans, bientôt 2 ans et demi. Et quand j'ai travaillé sur mon projet, il était hors de question pour moi de faire autre chose que le lieu que je créais, parce que ma stratégie, c'était celle-là. Sauf que depuis, ça a un peu changé. Et aujourd'hui, je suis en train de réfléchir, et ça s'est accéléré avec la crise du coronavirus, parce que je suis en train de réfléchir à 3 nouveaux lieux. Et j'en dirai pas plus que ça, mais parce que, fort de ce que je vous ai dit précédemment, je suis convaincu, ça ne fait qu'entériner la pertinence de ces lieux-là. Une fois de plus, moi je le dis, en étant dans un lieu on est à la campagne. Alors il y a encore pire qu'ici, mais on est quand même déjà pas mal à la campagne. Et même ici, on sent qu'il y a des il va y avoir des vraies opportunités. Alors, quand je dis opportunités, au-delà du côté business, moi, c'est ce qui m'intéresse le plus possible, c'est de pouvoir rassembler les gens, les faire se rencontrer, créer réseauter, la communauté, que les gens puissent développer leurs activités grâce à un lieu qui leur apporte tout ce dont ils peuvent avoir besoin. Donc oui, pour moi, cette période-là est quand même très, très… me permet, dans un moment difficile, d'être, grâce à mon optimisme, de me projeter et d'envisager les choses très, très bien. Ouais, donc c'est même pas c'est plus que de la projection. Si là, il y avait un lieu et que vous voulez en faire 3 autres, c'est qu'au contraire, ça a permis de mijoter tout ça. Alors, si on réfléchit un instant sur, en revanche, le volet événementiel qui, on imagine, prend le bouillon, hein, vu qu'il n'y a pas d'événement, est-ce que le lieu reste viable malgré l'absence d'activité, de chiffre d'affaires événementiel, si je peux le dire aussi crûment? C'était une question qu'on avait tout à l'heure. Est-ce que vous imaginez qu'éventuellement les nouveaux lieux puissent être viables économiquement sans accueillir de grands événements régulièrement? Alors, ce qui est sûr pour moi, c'est que du coworking simple, pur et dur, en open space avec que du nomade, dans des régions rurales, c'est absolument pas viable.
sous un format privé. C'est-à-dire que si vous cherchez de la rentable, enfin, gagner de votre vie en ayant un espace de coworking à la campagne, oubliez, pour moi, c'est mort. Ce qui fait, à mon avis, la réussite d'espaces comme le mien dans des milieux ruraux, c'est effectivement ce côté hybride, donc la partie nomade, la partie bureau privatif et salle de réunion. Moi, quand j'ai démarré le projet, l'événementiel n'était absolument pas identifié dans mon business plan. Je ne savais pas que l'événementiel allait prendre une place. Mais voilà, j'ai vite eu des demandes. Au regard du bâtiment, les gens m'ont vite fait la demande. Et c'est venu en plus. Alors, quand je vous dis ça, c'est important parce que si j'enlève l'événementiel, aujourd'hui, je pourrais rendre le local rentable. L'événementiel apporte, enfin voilà, accélère, on va dire, un petit peu les choses. Donc, ce qui veut dire que sur des projets que je peux avoir par ailleurs, il y aura pas forcément l'événementiel, ça va aussi dépendre du bâtiment que je trouve, à quel endroit je le trouve. Les Américains disent beaucoup dans le business que nos parkings, nos business, on est un petit peu dans la même configuration. Ça va vraiment dépendre de l'emplacement du lieu. Ça va dépendre s'il y a du parking pour pouvoir accueillir des gens. Ça va dépendre s'il y a des transports en commun à côté. Ça va dépendre s'il y a une zone d'activité importante. Voilà. Il n'y a pas de vérité toute faite. Il faut vraiment, tout ça dépend vraiment d'un certain nombre de choses. Mais voilà, ce qui est sûr, c'est que le coworking tout simple ne fonctionne pas en zone rurale. Et il faut compléter au maximum avec des services périphériques. Je vous parlais tout à l'heure de la prestation de stockage. Il n'y a pas beaucoup d'espaces de coworking en France qui font de la prestation de stockage. C'est des choses qu'on a amenées en plus parce qu'on nous a tendu la main et on a su. Enfin, moi, j'écoute toujours, je ne dis jamais non, j'écoute. Et après, je vois si je sais faire et si je peux faire, combien ça me coûte et combien ça peut éventuellement rapporter. Et la notion d'agilité dans ces espaces-là, elle est aussi très, très importante. Alors, je pose une dernière question avant de reprendre des questions de l'Assemblée. Donc, encore une centaine de personnes, donc très fidèles et très dynamiques sur le chat, Rodolphe, si vous avez l'occasion de jeter un œil. Donc, vous avez été un de nos tout premiers clients chez Welcomer depuis quasiment le moment où on a lancé la commercialisation. Quels sont les usages que vous faites d'un contrôle d'accès dématérialisé? Et est-ce que dans cette période où, quelque part, le fait d'avoir le moins de contacts possible avec des objets tiers pour minimiser les échanges bactériologiques est absolument clé, est-ce que ça rassure vos membres quelque part d'ouvrir, de pénétrer dans le lieu avec leur smartphone plutôt qu'en en tripotant un badge ou un interphone? Ouais, la réponse est dans la question, Jérémy, on est bien d'accord. Oui, oui, alors dans les usages, bien évidemment, et ça fait partie de nos arguments de vente, si je puis dire, c'est que l'accès à l'espace l'espace est accessible 24 heures sur 24 pour les résidentiels et certaines formules de nomades. On a des nomades qui sont en illimité, donc ils peuvent accéder au site quand ils le veulent. C'est clair qu'aujourd'hui, c'est un des éléments rassurants dans l'accessibilité au site. Et nous, moi, ce que j'apprécie beaucoup en plus, c'est qu'on nous, on est ouvert sur des heures à peu près traditionnelles. Alors, quand je dis ouvert, c'est en présentiel. On est du lundi au vendredi et on a des demandes d'entreprises qui veulent faire des réunions, ou on va appeler ça comme ça, ou quelques petits événements sur le samedi. On peut leur donner un accès provisoire. Je crois que ça s'appelle les rendez-vous sur l'appli. On leur donne les codes, on leur donne la possibilité d'accéder au site. Même s'il n'y a personne. Alors, on fait avec des entreprises qu'on connaît, qui sont déjà venues chez nous, mais c'est quelque chose qui est très, très confortable de ce côté-là. Et par rapport au sujet d'avant, en termes de perspective d'ouverture de nouveaux sites, on a des discussions, et Jérémy, on en rediscutera bientôt, mais je sais que vous avez lancé des nouveaux produits, des nouvelles prestations, et il y a certainement des choses qui vont être intéressantes. Et entre autres, la possibilité de gérer des casiers ou ce genre de choses avec la même appli. Voilà. Moi, ce qui m'importe aujourd'hui, c'est de pouvoir apporter, c'est de vraiment échanger avec les utilisateurs pour savoir ce qui peut les intéresser. Et plus les gens utilisent des espaces comme ça, et plus ils ont des idées intéressantes. Quelquefois, ils n'osent pas demander parce qu'ils disent, bon, de toute façon, ce n'est pas possible. Mais si, avec des outils comme Welcomer, ça permet justement de se projeter, de trouver de nouveaux usages.
Bah, merci beaucoup, Rodolphe. Bah, on en parlera avec plaisir en off. Et j'ai aussi entendu le mot QR code. On parlera et de casier et de QR code. Alors, j'ai une question merci beaucoup pour votre témoignage. J'ai une question de Laureline qui demandait s'il existait un label pour rassurer justement les membres qui voudraient revenir sur le lieu de travail parce qu'ils n'en pourraient plus du domicile comme lieu professionnel. Donc, je voulais savoir si vous aviez eu vent. Alors, il y a Valérie qui a indiqué à Laureline que Coworking France travaille sur un tel label éventuel. Mais est-ce que ça a été, enfin, est-ce qu'un label, ça vous a été demandé par vos membres ou ils font confiance à la liste très complète d'actions que vous mettez en place? Alors, ils m'ont pas, il n'y a pas eu de demande par rapport à ça. Ils sont plutôt, enfin, ils sont dans la demande de savoir ce qu'on fait, tout simplement. Et comme on leur apporte un certain nombre de réponses et qui souvent est plus abouti que la propre réponse qu'eux peuvent apporter à leurs propres salariés, ils sont très vite rassurés. Alors, pour répondre à la question quand même du label, je ne sais pas si tout le monde le sait, mais il existe une structure qui s'appelle France Tiers-Lieux, qui est justement là pour accompagner tous les tiers-lieux, coworking, mais autres aussi, et qui est en train de travailler sur tous ces sujets-là pour essayer de formaliser, si c'est possible, des processus, par exemple, de nettoyage ou de réponse qu'on pourrait faire. Donc, si vous allez sur Internet, vous allez trouver France Tiers-Lieux. Enfin, je ne suis pas allé voir aujourd'hui comment ils ont réagi par rapport au discours d'hier, mais ils sont en train de travailler là-dessus. Et pour information, moi, je leur ai transmis justement mon plan de déconfinement pour qu'ils puissent s'en inspirer ou y choper des bonnes idées. Vous nous permettrez de le publier avec le replay Oui, du j'ai aucun problème. sur le blog Welcome Top. Oui. Et donc, justement, France Tiers-Lieux avait été cité par Artist Live, notamment, merci. Un autre point sur comment est-ce que entre opérateurs de tiers-lieux, vous partagez ces informations, quels sont les bons endroits où animer la communauté, prendre les bonnes idées, partager son avis, le challenger au travers du prisme du regard des autres. Quels sont un peu vos lieux de prise de recul? Alors, je ne sais pas comment est structurée chaque région, mais en Normandie, depuis pas mal de temps, on avait créé un groupe Facebook qui devait s'appeler Normandie Tiers-Lieux ou quelque chose comme ça, qui a été repris en main, si je puis dire, par la région. Et en fait, la région soutient énormément le coworking, et ce qui fait qu'on arrive à échanger très régulièrement tous. Alors, on ne peut pas aller à toutes les réunions tous autant qu'on est à chaque fois, mais voilà, on échange beaucoup, de plus en plus. Alors, avant le Covid, on échangeait assez régulièrement. Là, c'est un petit peu plus compliqué. On est plus sur des formats par affinité, on va le dire comme ça. Moi, je sais que j'ai invité beaucoup de monde au webinaire d'aujourd'hui, justement pour qu'on puisse ensuite échanger sur ce qui peut se faire localement. Mais on échange beaucoup, même si on est sur des modèles qui peuvent être très différents. On a quand même, alors quand je dis ça, c'est juridiquement, on peut avoir des associations, on peut avoir des gens, moi je suis en SAS par exemple, on a vraiment différents modèles. Mais on n'hésite pas à échanger, on n'hésite pas à se filer les bons plans parce que c'est un domaine où il n'y a pas de confidentialité. Enfin, en tout cas, moi, j'estime qu'il n'y a pas de confidentialité. C'est pour ça que je vais vous filer mon plan de déconfinement. Je vais vous l'envoyer sans aucun problème parce que si ça peut aider, ne serait-ce qu'un espace, moi, je serai le plus content. Et je pense que la mentalité aussi de ces activités-là fait qu'on échange de plus en plus. Je ne vous entends plus, Jérémy. Je ne vous entends pas. Oui, c'est moi qui vais vous poser la dernière question, Rodolphe, comme personne ne voulait prendre la dernière. Dans l'hypothèse où vous construiriez ce réseau de plusieurs lieux, quelles sont vos réflexions pour quelque part créer du lien entre ces lieux? Donc, est-ce que vous imaginez pouvoir répondre à des échanges de sociétés distribués sur plusieurs sites? J'imagine qu'avec la contrainte de ne pas se déplacer trop pour se rendre à son travail, c'est évidemment dans votre stratégie. Mais est-ce que vous imaginez un système d'information, des outils digitaux, des événements ou des clubs entre vos groupes pour créer ce lien entre les membres? Alors, il y a la théorie et la pratique. C'est-à-dire que je vais venir juste
2 minutes pour faire le lien sur ce que je disais par rapport à la communauté des espaces de coworking en Normandie. On a lancé une action il y a bientôt 1 an qui s'appelle, on a appelé ça la carte KO, COW, pour à la fois rebondir sur coworking et la vache en anglais, parce qu'il paraît qu'il y a des vaches en Normandie. Et l'idée, c'était de se dire, même si on est tous indépendants, donc on était une vingtaine de lieux répartis sur toute la Normandie, même si on est tous indépendants, est-ce qu'on ne peut pas commencer à créer notre propre communauté et disant le tisseur, enfin le coworker de la filature qui aurait besoin d'aller à Caen, il pourrait aller dans tel endroit, dire qu'il vient de la part de la filature et bénéficier d'un accueil ou d'une tarification un petit peu particulière pour voilà, créer une communauté. Et ça, on a tous envie de faire ça. C'est-à-dire que moi, effectivement, demain, si j'arrive à ouvrir de nouveaux espaces, j'espère pouvoir créer cette communauté en disant, toi qui es dans l'espace A, tu pourras venir dans l'espace B et utiliser ce nomadisme au paroxysme de ce qu'il est possible de faire. Sauf que si on regarde l'expérience de KO, moi je trouve ça, enfin moi j'adore cette idée-là, sauf qu'à l'usage, les gens ne sont pas des gros utilisateurs. Alors là encore, l'acculturation fera peut-être que les gens vont apprendre à utiliser de plus en plus ces choses-là, mais voilà, j'aimerais bien créer une communauté, voilà, un peu à l'instar comment il s'appelle, WeWork, qui se gargarise d'avoir 50 000 utilisateurs dans le monde et d'avoir la plus grosse communauté du monde. Je serais très, très intéressé pour savoir si eux-mêmes arrivent à avoir des coworkers qui utilisent plusieurs sites quand ils se promènent. Mais voilà, on va travailler dans ce sens-là, mais en ayant quelques doutes sur le fait que les gens l'utilisent autant qu'on le souhaite. J'entends pas, Jérémy. Oui, c'est le réflexe de me muter pour ne pas déranger. Donc déjà, je voulais remercier les participants parce qu'on en a certains qui viennent de la Guadeloupe, je crois. Et donc, ça vient de très loin pour vous écouter. Merci à nous, Soti, d'un espace de coworking en Guadeloupe. Je pense que vous êtes je sais même pas comment ça se dit, mais la personne qui a fait le déplacement le plus important, on dit ça au mariage pour remercier ceux qui viennent de loin. Donc voilà, c'est vous la doyenne en distance, même si tout le monde est chez soi. Comment, Rodolphe, faire pour vous contacter s'il y en a qui ont des conseils à prendre en privé? Est-ce qu'il y a un moyen simple de prendre attache avec vous? Alors, il y en a 3. Alors, n'hésitez pas. Hein, moi, je suis beaucoup dans le partage, une fois de plus. J'adore ça. Si je peux vous donner le moindre conseil, alors avec toute l'humilité que j'y mets derrière, hein, moi, j'ai peu de leçons à donner à personne. Mais n'hésitez pas. Facebook, LinkedIn, vous cherchez la filature, vous allez trouver. Et puis sinon, vous allez sur le site web, vous allez trouver le 06, c'est mon 06, donc vous pouvez m'appeler, il n'y a aucun problème. Génial. Et un grand merci et aux participants également. Merci Rodolphe. De manière unanime, tout le monde est ravi d'avoir gagné du temps dans sa propre to-do parce que vous avez partagé énormément de très bonnes idées pleines de bon sens. Donc nous, on va publier la fameuse photo de l'installation Plexi pour les bureaux, la liste des actions et pour ceux qui demain n'aurait pas encore une conférence téléphonique de programmer, il y a un nouveau webinaire Welcomer avec Agnès Baucher qui est experte en intelligence stratégique et qui nous parlera de l'opportunité pour les entreprises de gagner en agilité et en résilience avec la crise actuelle. Donc, merci beaucoup, Rodolphe. C'était extrêmement dense. On n'a pas une si grande expérience que ça des webinaires. C'est seulement notre 3e, mais on n'a jamais vu autant de monde ni autant de questions. Donc c'est une thématique qui a passionné la communauté. Et un grand merci de vous être prêté au jeu aussi sympathiquement et spontanément quand on vous l'a proposé. C'est un plaisir. Merci à tous d'avoir participé une fois de plus. Et puis voilà, je me répète, je reste disponible si vous avez des questions. Si vous avez aussi des bonnes idées à partager, il n'y a pas de souci. Je suis à votre disposition. Et merci à Jérémy de m'avoir proposé ce webinaire. C'est un plaisir. Tout le plaisir est partagé. Un grand merci, Rodolphe. Pour ceux qui
qui poursuivent la journée de travail. Forcément, très bon après-midi. Peut-être à demain. Et à Rodolphe, à bientôt pour vous rencontrer en vrai. Oui, Je bien sûr, ouais. l'espère. Et encore merci. Donc, le replay sera sans doute disponible dans le courant de la semaine prochaine. Donc, Rodolphe, vous serez comme moi, ça fait bizarre de se voir. Mais bon, c'est comme ça. C'est les mauvais côtés de la chose. On est obligé de se voir et de s'entendre. Et une dernière chose, prenez soin de vous, tout autant que vous êtes, prenez soin de vous. Absolument. Merci Rodolphe. Et bravo à votre équipe. Merci.